Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour savoir tout de l'actualité de ce projet. Et n'oubliez pas de nous donner des étoiles ou de nous laisser un commentaire sur votre application de podcast ou de balado favorite. Ceci est l'épisode 29, la charge de la brigade lourde. L'empereur des Francs, Magnence, a donc passé son été 351 au bord de l'eau dans les Balkans, mais pas vraiment à la plage. Il essayait plutôt de mettre la main sur son adversaire, Constance II. Car Magnence, tout empereur romain qu'il soit, dirige un empire fortement instable, et sa situation politique est tout sauf confortable. Une vague trêve ou un simple match nul ne va pas lui suffire. Il lui faut une grosse victoire, et vite, pour pouvoir asseoir sa légitimité et faire taire les détracteurs au sein de sa partie d'empire. Et aussi, pour empêcher de nouvelles désertions après celle de Sylvain, l'officier franc de cavalerie qu'il a lâchement abandonné avant le dernier affrontement. Retournons donc dans la Grande Plaine, à la frontière entre la Serbie et la Croatie moderne, pour la conclusion de cette étrange guerre des Balkans du IVe siècle. « 351 a été tout, sauf une réussite pour Magnence et son armée. Ces hommes ont traversé et retraversé la plus grande partie de l'ex-Yougoslavie en seulement quelques mois. Et ils ont espéré entraîner l'armée de Constance II sur un terrain favorable. Mais c'est l'échec total. Constance est restée toujours insaisissable. Des centaines de kilomètres de marche et de contre-marche pour rien, ponctués de sièges pénibles comme Sisak ou ratés comme Sirmium. Militairement, toute cette campagne de 351 est une grande désillusion pour l'empereur de l'Ouest. À ce stade, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est prouver que l'Illyrie reste fidèle à Constance malgré son inaction. Et il a aussi montré clairement ses limites en tant que stratège. Parce qu'oublier d'amener du matériel de siège dans sa campagne restera une belle erreur qui lui aura coûté très cher tout au long de cet été. Et son armée s'est finalement arrêtée en septembre 351 devant la ville d'Osijek, en Croatie, appelée Mursa durant l'Antiquité, pour malheureusement faire face au même scénario que d'habitude. Une ville bien fortifiée et carrément décidée à lui résister. Alors, les historiens restent encore divisés sur cette fin de campagne de Magnence qu'on a toujours un peu de mal à expliquer rationnellement. C'était quoi son plan en fait? Occuper un verrou stratégique imprenable pour surveiller la route vers l'Italie et menacer les arrières de Constance et ses communications avec son empire oriental? Ou investir une place forte dans le territoire ennemi, d'où il attendrait à son tour des propositions de paix sérieuses de Constance pendant l'hiver? Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, la ville antique de Mursa ne ressemble pas du tout à la ville moderne de Osijek, reconstruite à quelques kilomètres de l'emplacement antique. En 351, c'est une ville romaine entourée de solides remparts et nichée dans une boucle de la grande rivière locale, la Drava, qui coule dans un axe nord-ouest vers sud-est et qui se jette à quelques kilomètres de là, dans le Danube. Et alors qu'on en est encore à tenter de prendre Mursa par tous les moyens, même en essayant de mettre le feu aux portes de la ville et de lancer un nouvel assaut, les troupes de Constance arrivent enfin à la rescousse fin septembre 351. Magnence abandonne donc le siège dans la foulée puisque maintenant, la confrontation tant attendue entre les deux empereurs va finalement avoir lieu. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tôt, hein, parce qu'on se demandait bien ce qu'il fabriquait depuis le début, Constance. Le gars, il a une rébellion du tiers de son empire sur les bras, et tranquillement, on a l'impression qu'il l'a plutôt pris à la cool. Ou alors, c'était peut-être le plan génial depuis le début de cette histoire,
en faisant en sorte d'amener Magnance exactement là où il le veut, c'est-à-dire sur une plaine gigantesque qui va favoriser sa cavalerie lourde, renforcée en plus par le régiment de Sylvain. C'est ça l'histoire? C'est une véritable possibilité qui démontrerait que depuis des mois, Constance joue cette partie très finement. Parce que, au final, fondamentalement, il a tiré un sacré profit de sa position de force politique pour laisser Bagnance tourner en rond et attendre le bon moment pour frapper sur un terrain qui lui convient. Quitte à passer pour un lâche, quitte à sacrifier des centaines de kilomètres carrés de territoire, et quitte à laisser des villes moyennes comme Sisac et ses défenseurs se faire écraser sans rien tenter pour eux. Une bonne stratégie pour un empereur calculateur en résumé. Exactement ce que Constance a déjà prouvé être depuis très longtemps. Quoi qu'il en soit, Magnance ne réalise pas son erreur sur le coup. Car ce 28 septembre 351, l'empereur de l'Ouest décide d'en finir, malgré le terrain et malgré le rapport de force complètement en sa défaveur. Selon Zonaras, un fonctionnaire byzantin du Moyen Âge qui est notre seule source sur ce point précis, Magnance ne dispose que de 36 000 hommes. Les spécialistes hésitent sur la validité de ces chiffres, mais généralement les acceptent comme probablement assez justes, ou pas trop faux en tout cas. Alors, un corps expéditionnaire large de 40 000 ou 50 000 hommes ramenés de Gaule n'a rien d'invraisemblable. Parce que la logistique romaine permet des déplacements de cette taille en réalité au IVe siècle. Le système routier est en parfait état, la logistique pour nourrir et équiper une armée pareille est en place. L'ouest de l'Empire contient sans doute plus d'hommes que ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de garnisons à maintenir, à commencer par celle de la frontière du Rhin, où il a positionné son frère Decentius pour contrer les Alamans. En imaginant que Magnance a déjà perdu des hommes durant l'été 351, soit au cours des opérations précédentes comme le siège de Sisac, soit par défection comme avec Sylvain et sa scolée palatine, le chiffre de 36 000 n'a pas l'air si mal que ça en fait. Mais si on suit le même Zonaras, Constance II, lui, dispose d'une armée de 80 000 hommes. Un chiffre vraiment impressionnant. Mais pas totalement délirant non plus. On peut bien imaginer que de la même manière, Constance a ramené une force de l'Est de taille équivalente de 40 000 hommes. Rajoutez à ça les légions stationnées sur le Danube de Vétragno que l'empereur d'Orient a su remettre dans sa poche fin 350 et vous doublez la mise. Même si ces troupes de garde-frontières sont sans doute de bien moins bonne qualité que celles de Magnance, on parle quand même d'une sacrée masse à disposition de Constance. Bon, ok, tout ça c'est des chiffres. De la part d'auteurs antiques, comme Zonaras en particulier, qui ne peut pas vraiment être considéré comme très fiable. Cependant, il y a quand même très probablement un déséquilibre numérique fortement en faveur de Constance. Ce qui rend d'autant plus bizarre la réaction de Magnance, qui décide d'accepter le combat alors qu'il est clairement en infériorité numérique, loin de ses bases, et que le terrain, a priori, ne lui est pas favorable. Il est en train de craquer ou quoi? Ou alors, il se rend peut-être compte qu'il est en train de perdre son armée et qu'il lui faut une grosse victoire, genre immédiatement, pour booster sa légitimité, voire s'en sortir vivant. Si on fait cette hypothèse, accepter une bataille, même très incertaine, est-ce que c'est vraiment sa seule option? Ou alors, peut-être qu'il a tellement confiance en lui qu'il préfère attaquer directement, maintenant que Constance est là, pour traiter le problème, quelles que soient les maths. Mais bon, à 36 000 contre 80 000, c'est plus de la confiance à ce niveau-là. Limite de l'arrogance, non? En tout cas, Magnance ne semble pas s'affoler à la vue de l'armée adverse si on en croit les auteurs antiques. Et pour vous raconter ce qui suit, nous allons nous appuyer sur les travaux de l'historien John Drinkwater pour reconstituer la bataille. Les Magnésiens, appelons-les comme ça, reculent juste assez au nord de la ville pour se repositionner perpendiculairement à la rivière Drava et se mettre en ordre de bataille correctement en prévision de l'affrontement. Pour le coup, ils font preuve d'un bon sens tactique en préparant une bonne bataille défensive avec une longue ligne d'infanterie encadrée par de la cavalerie et protégée à 100% sur le flanc gauche par la Drava, une large masse d'eau littéralement infraîchissable dans une bataille. Après tout, la réputation de l'armée de Magnance tient notamment sur la solidité de son infanterie et plus particulièrement de ses francs et de ses germains.
Alors autant les utiliser à fond pour former un véritable mur de fantassins. Et maintenant, Magnance attend son adversaire. Car les Constantiniens, eux aussi, appelons-les comme ça, qui ont libéré Mursa de son siège, contournent la ville et se dirigent vers la plaine au nord pour aller s'aligner eux aussi face à leur adversaire. C'est un combat à la régulière entre les deux armées qui se profilent, un face-à-face gigantesque pour trancher une bonne fois pour toutes le devenir de l'Empire. Infanterie contre infanterie, cavalerie contre cavalerie, sur une plaine de milliers d'hectares. Enfin, plus ou moins à la régulière en fait. Parce que Magnance, qui a démontré depuis le début de son aventure qu'il peut être rusé, tente de surprendre son adversaire. En fait, juste avant de se retirer du siège de Mursa pour prendre position au nord, il a caché des bandes de Gaulois dans une forêt locale. Une troupe de choc qui se camoufle à proximité de la ville, pendant que le gros de l'armée se repositionne au nord sur la Drava. Oui, on imagine d'ici la ruse. Tu laisses passer discrètement l'armée de combattants qui va rejoindre la grande plaine de la future bataille, et hop, quand la baston s'engage entre les deux lignes adverses et que tout le monde est plus ou moins dans le feu de l'action, hop, les 4 bandes gauloises sortent du bois pour attaquer sur les arrières de la Mésorient. Pas si bête ce Magnance. Et oui, à l'Antiquité, la force d'une armée dépend de sa cohésion en une ligne incassable, servant de rouleau compresseur ou de mur de briques. Et attaquer par derrière pour mettre la panique dans la ligne ennemie est la tactique la plus efficace qu'on puisse imaginer et qui a été utilisée un nombre incalculable de fois dans le passé. Aucune armée ne peut résister à un mouvement en tenaille et un début de pagaille, même sur un petit bout de la ligne de l'armée, peut facilement se transformer en déroute générale. Un régiment qui cède et tu te retrouves avec une masse de fuyards qui se met à courir dans tous les sens. En général, c'est la recette assurée pour un effet boule de neige qui va décider du sort de la bataille. Le plan est assez malin et souligne encore une fois que Magnance n'est pas au bout du rouleau pour tenter une manœuvre pareille. En attirant le gros de l'armée de Constance qui doit forcément arriver en confiance au vu du terrain et du rapport numérique, il se met en position de frapper un coup surprise et de renverser le cours de la bataille. Une technique rusée pour poignarder l'armée ennemie dans le dos Qui ne va finalement pas fonctionner comme prévu. L'histoire est belle, certes, et nous sommes de plus très habitués aux grosses ficelles d'Hollywood. Mais dans la vraie vie, ça marche pas si souvent que ça, les Russes de Sioux, qui permettent de renverser la vapeur en dépit de tous les pronostics. parce que les habitants de Mursa, fidèles à Constance, repèrent la petite force gauloise cachée dans la forêt, vu que, évidemment, ils connaissent parfaitement la région. Et ils vont dénoncer immédiatement ces bandes de gallo-romains de Magnance. Les Constantiniens vont donc les débusquer et les éliminer facilement, en nettoyant proprement et tranquillement la zone forestière avant de se positionner à leur tour dans la plaine du Nord. Dommage, Magnance. Ça aurait été une super idée, cette troupe surgissant sur les arrières des Constantiniens pour les poignarder dans le dos. Mais pour ce pauvre Magnance, 351, c'est un peu l'année de la loose. Et quand ça veut pas, décidément. Finalement, c'est peut-être pour ça que la bataille ne va pas s'enclencher très tôt, dans la journée du 28 septembre. Non, en effet, la bataille de Mursa ne s'engage que tard dans l'après-midi. Magnance a bien dû réaliser que son plan était tombé à l'eau, mais il est sans doute trop tard pour tout changer à ce stade. Son armée ne sera jamais plus prête que maintenant de toute façon. Donc abandonner le terrain n'est pas une option. Et impossible d'avancer non plus. Personne ne s'attaque frontalement à une armée 2 fois plus nombreuse en terrain ouvert. Au mieux, on se met en position défensive et on attend. On fait confiance à la solidité de ses troupes et de leurs officiers en espérant que l'ennemi va se casser les dents sur un mur d'infanterie bien compact. Et en face, les Constantiniens restent fidèles à leur stratégie prudente et décident de surtout ne pas se précipiter. Après le nettoyage des bois environnants et des bandes de Gaulois en embuscade, le chef de l'armée d'Orient déploie ses troupes au nord-ouest de Mursa et met progressivement ses 80 000 hommes en ordre de bataille. On ne connaît pas le nom du commandant en chef de cette armée d'ailleurs, sinon que ce n'est pas Constance. L'empereur de l'Est, courageux mais pas téméraire, a préféré prendre ses distances avec un engagement aussi incertain et se retirer dans une petite chapelle des environs. Et il a confié la direction des troupes à un de ses généraux, dont on ne sait rien, même pas le nom.
L'empereur, pour sa part, est parti prier pour la victoire à quelques kilomètres de là, ce qui est une excuse assez raccord avec son image d'homme très pieux. Autre hypothèse moins charitable, il n'entame pas son crédit politique si les opérations partaient en vrille et peut toujours rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre avec une excuse en béton pour justifier son absence. D'ailleurs, si on réfléchit, les deux raisons sont assez crédibles en fait, et pas contradictoires. Quoi qu'il en soit, la durée du déploiement de l'armée d'Orient comme son positionnement prouve qu'on a affaire à un bon général côté constantinien. Puisqu'on a l'avantage du nombre et une plaine gigantesque au nord de Mursa, autant déployer son armée le mieux possible, et avec méthode. Après tout, Constance a sans doute imposé à son armée et à ses officiers d'attendre des mois l'occasion favorable pour frapper Magnance, quitte à passer pour un lâche et laisser l'ennemi piller son propre territoire. Ça serait assez bête de tout gâcher maintenant, alors que plus rien ne presse. L'armée de Constance va donc s'installer, elle aussi, au nord-ouest de la ville, en angle droit, le long de la Drava, juste en face de l'armée de Magnance. Les bataillons d'infanterie sont rangés sur une longue ligne droite, de probablement quelques centaines de mètres, en collant eux aussi sur leur flanc à la rivière. Aux deux extrémités, et plus certainement à leur gauche, le gros des escadrons de la cavalerie, capables de se déployer sur toute la surface de la plaine et de charger leurs opposants. Et en deuxième rideau, les armes de jet, archers à pied et frondeurs, pour mitrailler à distance un ennemi qui tenterait de percer le rideau d'infanterie. D'où le fait, en effet, que la bataille ne commence que tard dans l'après-midi. Car à l'époque, on n'avait pas WhatsApp, ni de SMS, ni de téléphone. Et malgré que cela puisse paraître évident pour certains, organiser des masses de soldats devait être long et fastidieux. Et pour les deux généraux, une bataille rangée pareille, c'est du qui tout double. Donc personne ne veut vraiment faire de boulettes par précipitation qui sera dur à rattraper, avec un adversaire de niveau technique équivalent. Surtout que, dans cette période de l'histoire, une fois la bataille engagée, les généraux perdaient peu à peu contrôle sur leurs troupes. Mais bon, finalement, Constance a quand même 2 fois plus d'hommes, et sa ligne de bataille dépasse largement celle de Magnance, qui l'attend en position défensive. C'est donc à lui de commencer l'affaire. Et oui, et la bataille débute vraisemblablement avec le général oriental faisant avancer droit devant les Constantiniens pour que les deux infanteries s'entrechoquent durant l'après-midi. Les deux lignes s'engagent progressivement au corps à corps avec le soutien des armes de jet. Les Constantiniens ont la supériorité numérique, mais les Magnentiens sont réputés les meilleurs, donc rien n'est joué de ce côté-là. D'ailleurs, ce premier engagement ne va pas être décisif. C'est seulement le premier acte de la confrontation, une manière de fixer l'ennemi pour les Orientaux afin de lancer leur véritable offensive. Car leur général en chef sait que son meilleur atout n'est pas l'infanterie, puisque les légions de Magnance, et en particulier ses francs, sont réputés être les meilleurs. Fondamentalement, les Occidentaux, même en infériorité numérique, peuvent résister longtemps, très longtemps, et casser leurs assauts et finir par briser leur morale. Non, le meilleur atout des Constantiniens, c'est la cavalerie, qui était déjà nombreuse pour Constance et que Sylvain le Traître est venu renforcer en plus. Et dès que la bataille est engagée, les cataphractaires de l'aile gauche sont envoyés pour envelopper l'aile droite de Magnance et frapper le grand coup de ce côté-là. Ah, les cataphractaires, l'arme fatale des armées du bas empire. Ça, c'est un peu comme le taboulé. C'est une spécialité d'Asie centrale que les Romains ont volé aux Perses et aux Sassanides, en fait. Donc, c'est plutôt normal que Constance II, l'empereur de l'Est, en ait un certain nombre sous la main. Les cataphractaires, des cavaliers et leurs montures extrêmement bien protégées et recouvertes de la tête aux pieds par une côte de mailles ou du matelassage sur les chevaux. En tout cas, ce sont les ancêtres des chevaliers du Moyen Âge, apparus au Moyen-Orient, mais que les Romains ont fini par recruter à leur tour aux marges de l'Empire, devant l'observation de leur efficacité. La qualité particulière des chevaux et l'entraînement spécial des cavaliers rend cette troupe de choc particulièrement précieuse et unique dans l'Empire. Les cataphractaires sont employés généralement comme des forces d'assaut lourdes, utilisées pour charger et fracasser une ligne de défense. En cette fin d'après-midi, sur l'extrémité gauche de leur ligne, les Constantiniens combinent donc la supériorité numérique et l'avantage du terrain, avec une plaine parfaitement plate et idéale pour ce genre d'engagement.
Pour le général oriental, plus la peine de faire des plans trop compliqués. La tactique est écrite d'avance et à défaut de finesse, va être très efficace. Il déclenche une frappe surpuissante avec cette charge de cataphractaire qui vient envelopper et percuter l'infanterie des Occidentaux à la droite de leur ligne. Magnence va évidemment répliquer avec sa propre cavalerie, mais ne peut pas totalement contrer cette force brute qui enfonce l'extrémité de son armée, déjà inférieure en nombre et étirée au maximum. D'autant que Magnence a perdu une partie de ses cavaliers d'élite avec la trahison de Sylvain, si vous vous rappelez, une perte qui se combine à son désavantage numérique de base. Les cataphractaires sont un peu les panzers de l'Antiquité. Ils sont longs, ils sont lourds, mais il n'y a rien de plus costaud à cette époque-là. Rien ne peut vraiment stopper une charge de ce type dans un premier temps. Au moins, tant que la fatigue et les impacts n'ont pas un peu émoussé et surtout désorganisé cette force. Alors, est-ce pour Magnence la caca, la cata, la catastrophe, ces cataphractaires? Malgré les contre-attaques de la cavalerie, malgré son infanterie de qualité, les Magnanciens se retrouvent acculés, car c'est un véritable déluge de fer qui s'abat sur eux, alors qu'ils doivent soutenir des charges sur leurs flancs, tout en contrant l'infanterie qui vient à leur contact frontalement au même moment. Même la meilleure infanterie antique ne peut tenir indéfiniment dans une tenaille pareille. L'aile droite des Magnanciens plie en cette fin d'après-midi. Sans s'écrouler, sans paniquer, les Occidentaux sont obligés de reculer peu à peu sous la violence du choc. Une retraite en bon ordre pour les Francs et les autres légions qui se battent pied à pied pour rester unis et en une seule ligne et éviter de se fragmenter, ce qui signifierait inévitablement la fin de partie. À la fin de l'après-midi, alors que les pertes s'accumulent dans les deux armées de manière vertigineuse, la ligne de front commence donc à se modifier. Même si les Constantiniens ont laissé un nombre considérable de morts au fil des assauts, le rapport de force est trop défavorable à Magnence sur son aile droite. Progressivement, cette aile recule sous le poids des assauts et c'est par conséquent toute la ligne qui s'incurve pour rester unie. Tout en restant en formation, cette ligne se met à se courber, et à se courber, et à se courber encore plus, à se courber au maximum même, pour ne pas rompre, pendant que l'enveloppement complet des Constantiniens s'organise autour d'eux. Et au bout de quelques heures, c'est un véritable front renversé qui s'est mis en place. À force de plier sur leur droite, mais en gardant leur cohésion, la ligne des Magnésiens s'est maintenant repositionnée littéralement en arc de cercle autour de la Drava. L'aile gauche, engagée elle aussi contre l'infanterie constantinienne, n'a pas bougé. Mais l'aile droite, elle, par contre, a fini par se retourner à 180 degrés par rapport à sa position initiale. Et la totalité de l'armée de Magnence se retrouve maintenant dos à la rivière, enveloppée de bout en bout par les Constantiniens grâce à leur supériorité numérique. Ouais, c'est bien ce que je pensais, quoi. Ça se prononce pas pareil, mais le résultat est le même. Ils l'ont bien dans l'os, hein. Mais bon, ce repositionnement défensif des Magnanciens, ça prouve aussi la solidité de ces guerriers occidentaux et de leur commandement. Mais ça ne peut clairement pas les faire gagner, seulement retarder l'inévitable. Les Magnanciens sont clairement en infériorité. Leur propre cavalerie s'est fait submerger par celle des Constantiniens et ils n'ont plus vraiment de solution de repli maintenant que leurs adversaires les enveloppent dos à la rivière et continuent à les presser. Il n'y a vraiment qu'un miracle qui pourrait les sauver à ce stade. Miracle qui tout à coup semble se profiler alors que le jour décline sur la plaine de Mursa. Car les charges de cavalerie ralentissent peu à peu, par la fatigue des montures et aussi du fait des pertes abyssales qu'a infligé l'infanterie de Magnence aux cataphractaires. L'affrontement se stabilise donc et laisse peut-être croire aux Occidentaux qu'un match nul est possible alors qu'ils se battent comme des beaux diables le dos à la rivière. Mais la chance ne va pas tourner finalement. Car une fois les cavaleries d'assaut neutralisées ou démontées de chaque côté, ce sont les archers à cheval de Constance, appelés parfois aussi cataphractaires dans les textes ou clibanari. Les noms se contredisent parfois. Ce sont en tout cas des archers montés qui remplacent les cataphractaires de choc. Des troupes fraîches qui s'approchent à bonne distance de la ligne de front et font pleuvoir une pluie de flèches et de lances sur les Magnésiens maintenant. Les Occidentaux tiennent un moment, mais un moment seulement, car les formations aux tortues romaines, que vous avez peut-être vues, ne permettent pas de tenir contre ce genre d'attaque indéfiniment non plus. Une pluie de flèches et de lances combinées à des assauts d'infanterie, alors que la cavalerie occidentale a disparu, vont avoir raison de la défense des Magnésiens
dans les dernières heures de la journée. À la tombée de la nuit, l'armée d'Occident, accablée par le nombre, se fracture finalement en petits groupes. Petits groupes qui se battent avec l'énergie du désespoir et une détermination incroyable, en emportant dans la mort autant d'assaillants qu'ils le peuvent. Mais des petits groupes qui cèdent quand même et qui se font massacrer quand l'obscurité tombe sur la plaine. Ceux qui ne finissent pas l'arme au poing se noient en masse en tentant de s'enfuir par la Drava. Et apparemment, seule une minorité va finir par se rendre à l'ennemi pour sauver sa peau. Au soir du 28 septembre 351, l'armée de Magnence est définitivement anéantie. Et Magnence, lui, est parti prier dans une chapelle un peu en retrait. Non, je déconne. En fait, il s'est carapaté. Il a filé à la Saxonne. L'empereur de l'Ouest a abandonné son armée et le champ de bataille avant la fin pour se sortir de ce guêpier. Et cette action, quoique logique, mais quand même un peu couarde, sera raillée plus tard par les auteurs constantiniens. Même si leur insistance à accabler ce lâche de Magnence permet aussi de ne pas trop s'interroger sur l'absence de Constance II. Mais comme dit l'autre, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais bon, soyons réalistes, on aurait fait la même chose. La bataille était fichue, l'empereur de l'Ouest devait s'enfuir pour se donner au moins une chance de poursuivre la lutte plus tard. Magnence a laissé le commandement à son fidèle Marcellinus, tu parles d'un cadeau, vous vous rappelez, l'homme du banquet de 350 à Autun. Et ce dernier va perdre la vie dans ce grand massacre au crépuscule. Comme sans doute la plupart des officiers, les Gayso et les autres, morts les armes à la main, ou plus probablement emportés par les eaux de la Drava. Magnence s'en sort peut-être, mais toute son armée y est passée, et sa réputation avec. Les historiens antiques, à tort ou à raison, vont blâmer cette bataille comme une saignée catastrophique pour l'Empire romain. Les Magnanciens perdent 24 000 hommes et les vainqueurs 30 000, soit 54 000 hommes au total, un chiffre astronomique pour l'époque. Même si les Constantiniens ont remporté la victoire, on peut dire que l'addition est salée. Constance, qu'on va aller prévenir de ce triomphe au milieu de ses prières, se serait mis à pleurer devant le désastre général pour l'Empire romain d'avoir perdu autant d'hommes d'un seul coup. Autant de Romains qui manqueront cruellement lorsque de nouveaux barbares viendront frapper aux portes de l'Empire dans les prochaines années. Mais ça, c'est un problème pour plus tard. Et comme moi, vous remarquerez que là, aucun chroniqueur ne la ramène pour proposer que dorénavant, on appelle ça une victoire à la Constance, plutôt qu'une victoire à la Pyrrhus. En attendant, Constance, magnanime ou réaliste, voire les deux, va faire grâce aux survivants de l'armée de Magnence qu'on a capturés et les incorpore finalement dans sa propre armée. Avec autant de pertes, il n'allait pas faire la fine bouche de toute façon pour remplir les rangs. Il fera aussi traiter décemment les morts ennemis, pour sortir grandi de cette histoire et finir de convaincre ces nouvelles recrues qu'ils ont rejoint le bon camp. Quant à Magnence, Mursa sera le début de la fin de son aventure. La résistance qu'il va tenter de montrer en Italie ne tiendra pas très longtemps. Ses meilleurs officiers sont morts à Mursa, la plupart de ses troupes ne sont pas rentrées d'Illyrie, et Constance ne va plus le lâcher maintenant qu'il a pris l'avantage psychologique et numérique sur lui. Constance prend son temps, mais plus rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'Orient. Moins de 18 mois après Mursa, une deuxième grande bataille dont on ne sait quasiment rien a lieu quelque part dans les Hautes-Alpes françaises, dans le petit bourg de Montsaléon-la-Bâtie, sur la route Grenoble-Sisteron, en 353. Une fin de partie au milieu des Alpes qui se termine encore une fois par un écrasement de l'armée de Magnence. Ça vous semblera incroyable, mais Magnence s'enfuit une nouvelle fois du champ de bataille pour se réfugier momentanément dans sa capitale à Lyon. Mais cette fois, l'aventure est bien finie. Tout le monde le lâche, les provinces se rallient tous aux futurs vainqueurs pendant qu'il en a encore temps. Plutôt que de finir entre les mains de Constance et de subir le sort des traîtres, les hommes de l'Ouest prennent la seule décision qui s'impose. Magnence se transperce de sa propre épée en août 353, suivi une semaine plus tard par son frère Decentius en Gaule, qui lui s'étrangle lui-même. L'empire des Francs est mort cette fois, à l'été 353, moins de 4 ans après sa naissance. Le grand empire d'Occident des Francs s'éteint donc avec Magnence et son frère. Un joli rêve qui prend fin dans le sang. Mais pour les Francs d'Empire,
ce n'est pas la fin. Ce n'est même que le début de leur grande aventure. Mursa est peut-être une catastrophe, militairement parlant, mais de ce désastre est né un nouvel homme, le Franc d'Empire, soldat d'élite des armées romaines, dont on n'a pas fini de reparler, et qui, lui, a de la suite dans les idées. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.